Voilà, donc je vous propose de démarrer désormais. J'animerai ce webinaire en présence d'experts dans leur domaine qui ont la gentillesse de bien vouloir y participer afin de vous éclairer sur l'ISO 50001. Comment le réaliser, ses bénéfices et surtout le témoignage de Tournus Équipement, fabricant donc français de cuisine professionnelle en inox. Tournus a bien voulu se joindre à nous par l'intermédiaire de Philippe Jonard, qui a obtenu l'agrégation ISO 50001 du premier coup et avec les 40 000 € de prime de Prosmed. Voilà, donc je vais laisser Philippe se présenter et merci encore à lui d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Philippe Jonard et je suis responsable qualité, sécurité, environnement au sein de Tournus Équipement, que je vous présenterai tout à l'heure. Et donc, effectivement, on a eu la chance de travailler avec Helexia pour obtenir la certification ISO 50001 qu'on a obtenue il y a maintenant 3 ans et qui a été renouvelée il y a moins d'un mois. On a refait un audit complet. Voilà, en quelques mots. Michael, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, donc bonjour à tous. Donc Michael Domis et donc je suis chef de projet et auditeur efficacité énergétique chez Helexia. Je passe là. Bonjour à tous, Samira Poitrimont, je suis responsable de compte au sein d'Helexia et j'ai eu la chance de travailler sur le site de Tournus Équipement pour la certification ISO 50001 et d'autres sites aussi au sein d'Helexia. Voilà. Merci à vous. Et pour ma part, Julien Flandroy, donc je suis en charge des clients et du commerce pour Helexia, en particulier sur la partie Energy Management. Donc, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore Helexia, on est une ESCO. Une ESCO, en anglais, c'est l'acronyme pour Energy Service Company, c'est-à-dire une société de services énergétiques. Donc, depuis 2010, Helexia installe des panneaux solaires sur les ombrières et les toits des parkings des supermarchés, les toits des supermarchés. Et en 2015, on a opéré un virage dans les services énergétiques, avec notamment des services d'efficacité énergétique qui permettaient de remplacer les lampes en LED ou bien de mettre en place des GTB et de proposer un certain nombre de services à nos clients, dans l'optique et dont la mission, c'est d'allier à la fois économie et de l'autre côté écologie. L'objectif étant de décarboner vos bâtiments, les bâtiments de nos clients. Donc, dans la chaîne de valeur de services énergétiques, elle va des réglages qui vont être mis en place par l'energy management, en passant par l'efficacité énergétique dont on va parler aujourd'hui, et la mise en place d'un certain nombre d'audits ou bien de normes, comme le 50001, jusqu'à la transition énergétique complète lorsqu'il s'agit de mettre un site en autoconsommation d'électricité. Alors, quelques chiffres s'affichent à l'écran. Je ne vais pas tous les illustrer, mais pour vous donner à peu près ce que représente 400 000 tonnes de carbone, si on prend la consommation d'un Français qui est 12 tonnes par an, ça correspond à la consommation en énergie de 34 000 Français, donc une ville moyenne française pendant un an. Voilà ce que ça représente, 400 000 tonnes de CO2. Et par rapport aux 82 000 mégawattheures économisés chaque année à nos clients, ça représente à peu près la consommation en électricité d'un pays comme la Belgique pendant un an à nouveau. Voilà un petit peu quelques idées. Donc, économie, écologie sont très présents chez nous. Donc là, les experts qui vont parler juste après vont parler de l'ISO 50001. Pourquoi on a choisi cette norme? Parce que c'est l'une de celles qu'on met le plus en place et l'une des plus connues parmi toutes les normes. Ça s'adresse à des organismes, à des entreprises qui s'engagent pour réduire l'impact sur le climat, préserver les ressources et puis aussi améliorer les résultats en management de l'énergie.
Voilà. Et cette norme-là se définit sur un système d'amélioration continue. Ce n'est pas un audit ponctuel, c'est réellement un système d'amélioration continue. Donc, on va vous expliquer dans ce webinaire, d'une part, ce qu'est l'ISO 50001. Ensuite, on va vous présenter quelques bénéfices, comment obtenir aussi des primes pour la mettre en place. Et puis surtout, il y aura le témoignage de Philippe de Tournus Équipement qui va nous parler de sa démarche, son approche et des actions qu'il a mis en place. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Mickaël qui va nous parler un petit peu plus de l'ISO, de l'historique de l'ISO 50001. À toi de parler, Mickaël. Ok, merci Julien. Donc oui, donc dans un premier temps, je vais commencer déjà par vous donner un peu les grandes lignes sur l'ISO 50001, vous donner un peu une définition, un petit rappel de l'historique, un peu de cette norme, du contexte. Et je parlerai très synthétiquement de la démarche globale de mise en place, parce que du coup, ma collègue Samira rentrera un petit peu plus dans le détail sur cet aspect. Donc au niveau de la définition, donc qu'est-ce que l'ISO 50001 ? Donc, c'est tout simplement une norme qui a été créée par une cinquantaine de pays membres de l'organisation internationale, plus communément appelée ISO. En quelque sorte, c'est un peu une checklist, un mode d'emploi qui a pour but de définir un cadre d'exigence dans le but d'aider les organisations à mettre en place des outils, des méthodes, des ressources pour leur permettre de gagner en efficacité énergétique, en performance énergétique, et donc tout simplement de maîtriser son impact environnemental. Ce qui est important de préciser, c'est que, on le verra juste sur la slide juste après, donc comme toute norme ISO, elle n'est pas obligatoire. Sa mise en place découle d'une démarche volontaire d'une entité. Elle s'adresse à tout type d'organisation, de toute taille et de tout secteur. Comment on peut la mettre en place, comment elle se met en place. Donc, comme le disait Julien juste avant, ça passe par la mise en place d'une démarche méthodique basée sur l'amélioration continue, mais de manière plus concrète. Donc, une fois qu'un site est prêt, a mis en place les outils, les ressources conformément aux exigences que décrit la norme, on va passer par un organisme certificateur, donc ça peut être Bureau Veritas, SAFNOR et d'autres, qui réalisera tout simplement un audit initial. S'il réussit, donc cet audit conclura un cycle de certification d'une durée de 3 ans, sur lequel on aura 2 audits de suivi, donc qui en général arrivent à N+1 et N+2. Et au terme de 3 ans, enfin plutôt quelques mois avant la fin de la certification, parce qu'il faut éventuellement prévoir la correction de certaines non-conformités. Si le site souhaite justement poursuivre sa certification et repartir sur un cycle de 3 ans, eh bien, on va repasser par un audit qu'on appelle un audit de renouvellement, et donc qui aboutira sur un nouveau cycle de certification. Au niveau de l'historique, c'est important de rappeler que c'est quand même une norme assez jeune. La première version a été publiée en 2011. Il y a plusieurs groupes de travail qui ont été organisés et on a une deuxième version qui a été publiée en août 2018. Alors, c'est assez important de le préciser parce que cette norme, cette nouvelle mise à jour a vu quelques aspects sur certaines exigences qui étaient un peu plus précis, un peu plus détaillés, un peu plus exigeants aussi sur certains. Je pense notamment, par exemple, à l'importance du leadership et de l'engagement de la direction dans un tel système. Mais la grosse modification, c'était la structure de cette norme qui désormais, du coup, depuis 2018, adopte une structure qui est commune aux autres normes, donc comme la 9001 et la 14001. Ce qui est important de préciser, parce que du coup, si certains sites sont déjà certifiés ISO 9001 et 14001, de par la structure qui est quand même assez commune, ça peut faciliter la mise en place de l'ISO 50001. Donc voilà pour l'historique. Ce que je voulais faire maintenant, c'est vous parler un petit peu du contexte dans lequel s'inscrit la norme. Donc, dans un premier temps, il y a un contexte déjà international qui a pour but de lutter contre la raréfaction des énergies, leur augmentation du coût durable. Mais on a aussi un contexte réglementaire qui est important de reprendre parce que sur certains aspects, la norme peut représenter certains intérêts. Donc, je pense notamment au premier, qui est la loi DDA-DUE du 16 juillet 2013, qui impose à
à tous les sites donc comprenant un certain nombre de salariés et représentant une certaine quantité de chiffre d'affaires, leur impose tout simplement de réaliser un audit énergétique tous les 4 ans, donc audit énergétique réglementaire. Là, l'ISO 50001 peut avoir un intérêt pour ces sites-là parce que les sites donc, couverts par un système de management de l'énergie sont exemptés de la réalisation de cet audit énergétique. Le deuxième point, le deuxième aspect réglementaire, c'est donc depuis 2019, on a eu le décret tertiaire qui a été publié, donc qui oblige tout simplement des sites qui contiennent des surfaces à usage tertiaire sur une surface cumulée de plus de 1000 m². Donc, ce décret, il oblige ces sites à déclarer les consommations de ces bâtiments qui sont concernés et à mettre en place un plan d'action pour diminuer leur consommation. Il y a même des objectifs qui sont affichés dans ce décret tertiaire. Donc, ce qui est important, c'est que ce décret tertiaire, un peu dans la description des méthodes pour la mise en place sur ces bâtiments-là, elle est assez commune aux méthodes que décrivent l'ISO 50001, donc par l'identification du périmètre, le suivi des consommations, la mise en place d'un plan d'action, le suivi d'indicateurs qui permettent tout simplement de vérifier si les actions sont bien efficaces. Donc, c'est assez commun à l'ISO 50001, ce qui fait qu'un site qui est à la fois qui est certifié ISO 50001 et qui est soumis à ce décret tertiaire peut globaliser un peu les efforts sur son site et donc travailler sur un même plan d'action qui couvre l'ensemble de ses usages et à la fois les usages inclus dans le décret tertiaire et en même temps mobiliser toutes les ressources pour un seul et même objectif. Il y a un autre point aussi, mais qui n'est pas forcément précisé sur cette slide. Je pense notamment aux sites qui sont soumis à quota CO2, donc qui en général sont des sites, des gros consommateurs. Avant 2019, ces sites ne pouvaient pas bénéficier de subventions C2E. Et depuis 2019, il y a eu un petit changement qui a été opéré. Les sites soumis à quota CO2 et couverts par un système de management ISO 50001 peuvent bénéficier de subventions C2E. Donc, c'est relativement assez important parce que c'est vrai que sur certains projets, le fait de bénéficier de subventions, ça peut être intéressant au niveau des temps de retour sur investissement. Donc voilà pour cette partie contextuelle. Je vais repasser. Donc, j'ai en partie introduit les intérêts que peuvent représenter la norme, le fait d'être certifié au moins sur la partie réglementaire. Mais il y a également d'autres intérêts. Le premier, c'est que ça apporte pas mal de bénéfices, donc notamment un bénéfice environnemental. Le fait de comprendre, de connaître ses consommations, la répartition de ces consommations. Donc là, en maîtrise des activités, on maîtrise ses activités, cette consommation et donc son empreinte sur l'environnement. Il y a également un bénéfice humain et social. Il y a un gros volet sur le développement des compétences dans l'ISO 50001, donc ce qui permet justement de sensibiliser la totalité des collaborateurs, de s'appuyer sur des actions concrètes et donc de développer tout simplement les compétences de manière globale. Forcément, il y a un bénéfice économique, le fait de savoir comment on consomme, de quelle manière et de mettre en place des objectifs, ça permet de mieux appréhender les risques liés à l'énergie, donc que ce soit sur, par exemple, des objectifs de production, de maîtriser ses dépenses par rapport aussi à une augmentation ou à des variations sur les coûts de l'énergie. Et également, donc, ça permet, bien évidemment, étant donné qu'on gagne en performance énergétique, on réduit les coûts et on fiabilise les investissements. Comme je le disais juste avant, il peut y avoir un bénéfice sur l'anticipation réglementaire aussi. La veille réglementaire, c'est un gros aspect de l'ISO 50001. Et donc, le fait de le prendre en compte dans son système, ça permet justement de pouvoir anticiper. Et donc, comme je vous le disais juste avant, de voir que dans certains cas, on est exclu ou alors on peut inclure dans le système certains aspects réglementaires. Et il y a donc un dernier avantage qui est un avantage compétitif. Effectivement, le fait de mieux maîtriser, de mieux consommer, on consomme moins pour une production équivalente, voire supérieure. Donc derrière, on optimise les coûts de production et donc on optimise la marge nette. Il y a un aspect aussi peut-être qui peut être lié à l'image. Le fait d'être certifié ISO 50001, ça permet aussi de communiquer à des clients ou à des fournisseurs qu'on maîtrise ses impacts et qu'on est vigilant à son empreinte environnementale. Et aussi, par exemple, sur la réponse à certains appels d'offres, il y a certains clients qui imposent dans certains appels d'offres que les sites soient certifiés ISO 50001. Donc, ça peut représenter également un avantage plutôt compétitif.
Donc voilà, principalement pour les intérêts de manière synthétique. Ce que je pourrais dire par la suite, je peux peut-être commencer à vous présenter la démarche globale, sachant que ma collègue qui prend le relais juste après vous rentrera plus en détail sur cette démarche. Donc, comme le disait Julien juste avant, c'est une démarche d'amélioration continue, donc basée sur un système qu'on appelle la route Deming, donc il y a le système PDCA, donc avec 4 étapes comme on voit là. Donc, une première étape qui a pour but de planifier, donc par l'intermédiaire d'une politique énergétique, d'une revue énergétique, en planifiant un engagement de la direction également, qui va découler sur donc une deuxième partie qui est la réalisation, pardon. Donc la réalisation de formation, la mise en place de communication, de sensibilisation régulière, la définition d'indicateurs de performance, des objectifs et donc un plan d'action avec des sujets d'économie d'énergie. Ensuite, on va passer sur une troisième étape qui est la vérification. Vérification de que les formations sont bien réalisées, que tout le monde est bien formé, que les sujets, les actions qui ont été mises en place pour économiser de l'énergie sont bien, les économies sont bien aux attendus, donc avec le suivi des indicateurs. Et donc une dernière étape qui sera qu'on peut parler, on peut dire amélioration continue, on peut également dire réajustement, où l'objectif sur cette dernière étape, ce sera vraiment de rebalayer tout ce qui a été fait sur les étapes suivantes, de voir s'il y a besoin de réaligner certaines choses. Et en fonction de ça, donc on redémarre on revient sur l'étape 1. Donc l'idée, c'est que voilà, on a un cycle de 4 étapes qui a pour but de se répéter successivement dans le temps, d'où le principe de l'amélioration continue. Et donc voilà pour ma partie. Merci Mickaël. Donc, amélioration continue, limitation de l'impact environnemental, le fait que ce ne soit pas une norme obligatoire. Et c'était intéressant aussi de voir comment on pouvait mutualiser l'ISO et le décret tertiaire, puisqu'on parle beaucoup du décret tertiaire aussi en ce moment. Voilà, donc Samira va reprendre la main justement sur cette démarche. Juste avant, je voulais vous indiquer qu'il y avait des petites questions qui allaient apparaître, notamment juste là, entre ces parties. Si vous pouvez y répondre, comme ça nous permettrait de mieux connaître aussi les gens qui sont dans le webinaire et comment on peut vous accompagner. Merci Mickaël encore une fois. Samira, à toi la parole. L'objectif de l'ISO 50001, c'est de réduire durablement et significativement vos consommations énergétiques à travers la mise en place et le déploiement d'un système de management de l'énergie. Et pour pouvoir réussir cet objectif, le déploiement a été pensé et se fait par étapes. Dans un premier temps, il va être très important de pouvoir cadrer le périmètre, à savoir le domaine d'implication qui sera retenu, mais aussi et surtout de pouvoir définir une équipe énergie. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir impliquer l'ensemble du personnel et l'ensemble de votre direction dans votre démarche ISO 50001. Et il sera vraiment important, lors de la définition et de la répartition des différents rôles, de pouvoir intégrer les compétences de chacun dans cette répartition et cette définition. Donc, pour pouvoir impliquer votre direction, vous allez devoir définir une politique énergétique. Cette politique énergétique va être signée et validée par la direction générale. J'insiste vraiment sur ce côté où on va impliquer votre direction, puisque sans l'implication de votre direction, on aura du mal à pouvoir mettre des actions en continu sur votre site. Et là, ça va vraiment permettre de placer la réduction des consommations d'énergie à la même importance que les autres engagements que vous pouvez avoir sur le site. Donc, en politique énergétique, en exemple, vous pouvez avoir l'entreprise s'est définie comme objectif stratégique une diminution de la consommation d'énergie rapportée au prix de revient par article, par exemple de 13-15% d'ici 2023. Et vous pouvez également définir votre politique énergétique par rapport au décret tertiaire, puisque là, on parle du décret tertiaire. Vous pouvez tout à fait baser vos économies sur les pourcentages attendus. Donc, l'entreprise définit comme objectif 40% de réduction des consommations d'ici 2030 et 50% en 2040.
Vous devez également mettre en place une veille réglementaire sur votre site, en lien bien évidemment avec la partie efficience énergétique. Par expérience, assez souvent sur les sites, vous avez déjà des suivis réglementaires qui sont en place. Si c'est le cas, vous avez simplement besoin d'ajouter une nouvelle brique, donc la brique énergie à votre suivi. Et si jamais vous n'avez pas du tout de politique énergie, en tout cas de veille réglementaire en place sur votre site, on est tout à fait en mesure de vous accompagner à mettre en place cette veille énergétique sur votre site. Vous devez également avoir une revue énergétique. Alors, la revue énergétique, c'est concrètement une étude qui va permettre de définir un plan d'action pour pouvoir définir et mettre en place l'amélioration continue sur votre site. On va pouvoir changer de slide, du coup, s'il te plaît, Loïc, et arriver sur la slide de l'étude énergétique. Oui, super. Donc, l'étude énergétique, ce qui va être important de retenir, c'est d'aller identifier vos usages énergétiques significatifs. Donc, dans nos études, nous, on a l'habitude de systématiquement intégrer un plan de comptage non intrusif pour aller chercher vraiment et pouvoir définir avec pertinence les différents usages sur votre site et pouvoir aller chercher un maximum d'actions d'économie d'énergie sans investissement et donc pouvoir avoir un plan d'action qui soit le plus riche possible pour votre stratégie. Vous allez devoir également définir la consommation de référence et cette consommation de référence va permettre de comparer la performance énergétique attendue à la performance énergétique qui sera réellement réalisée sur votre site. Vous allez avoir, en plus de l'étude énergétique qui va être menée, la recherche et la définition d'indicateurs de performance énergétique qui vont permettre d'évaluer et de suivre la performance du site. En indicateur, on peut retrouver, je pense que ça parlera à tout le monde, des indicateurs entre la consommation totale par rapport à la tonne produite. Vous avez aussi des indicateurs par unité de surface, des kilowatts par mètre carré, etc. Donc, c'est vraiment ce que l'on retrouve dans la revue énergétique. Et cette revue énergétique a toute son importance lorsque vous avez, encore une fois, j'insiste, un plan de comptage pour aller chercher un maximum d'économie d'énergie et être pertinent dans votre analyse. Et cette revue énergétique va devoir être reprise d'année en année, puisque vous allez devoir mettre à jour en fait vos usages énergétiques significatifs en fonction des actions que vous allez mener d'une année à une autre. On peut revenir sur la slide précédente du coup, Loïc. Vous avez donc ensuite une grosse étape qui sera l'étape de mise en œuvre et de déploiement de votre système de management de l'énergie. Dans cette étape de déploiement, ce qui est très, très important, c'est de pouvoir communiquer à l'ensemble de votre personnel. Si le jour de la certification, vous avez un membre de votre personnel qui n'est pas informé de l'existence de la démarche en interne, c'est un motif de non-conformité pour l'ISO 50001. Donc, vous avez toute une étape de déploiement de communication qui est importante. Alors, ça peut être de la communication directement sur les postes qui vont être concernés en tant qu'usage énergétique significatif. C'est de l'information à communiquer au personnel. Si vous avez, par exemple, des éléments qui sont transmis lors des fiches de paie, etc., des petites informations qui sont envoyées tous les mois, tous les 2 mois, c'est vraiment des données à mettre en place. Il va falloir revoir la formation des nouveaux arrivants et même des intérimaires sur le site, puisque tout le monde doit vraiment être informé et conscient de cette démarche en interne. Vous avez également besoin de commencer le déploiement de vos actions. Je dis bien commencer, puisque j'ai des questions qui reviennent assez souvent lorsqu'on lance des démarches d'amélioration continue, de savoir est-ce qu'on est obligé d'avoir finalisé une action le jour de la certification ou est-ce qu'on a besoin d'être dans la démarche. Il faut vraiment que vous ayez lancé votre démarche, mais si l'action est encore en cours, ça n'est pas un motif de non-conformité. Si vous déployez une GTB, si la GTB est en cours de déploiement, ce n'est pas un motif de non-conformité. Dans cette étape de mise en œuvre, il est également important de pouvoir planifier et de mettre en place un système de documentation en interne pour avoir un suivi
très fin et pertinent de l'ensemble de vos actions que vous allez mener sur le site. Vous avez ensuite toute une étape de vérification. Donc, cette étape de vérification, c'est la mise en place de vos tableaux de bord et la véracité également de vos tableaux de bord qui vont être déployés sur le site, et un audit interne qui va être réalisé pour pouvoir amener des actions correctives si besoin et préparer à la dernière étape qui est l'audit sur site par l'organisme de certification qui viendra sur vos sites. Donc, comme vous l'avez compris, hein, cette démarche est assez lourde en termes de déploiement et d'action à mener sur le site. Il y a vraiment des étapes à respecter pour ne pas avoir de non-conformité à la fin lors de la certification, lors de l'audit de certification sur site. Aujourd'hui, nous, avec notre grande expérience dans cet accompagnement, on est en mesure de vous accompagner étape par étape, de vous fournir un catalogue et de mettre à disposition un catalogue avec des exemples, que ce soit pour les affichages, pour les tableaux de bord. On vous accompagne sur sur la définition de votre revue énergétique et la définition de vos indicateurs de performance. Vous êtes vraiment accompagné du début à la fin pour pouvoir avoir votre certification du premier coup. Et c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Si on passe du coup à la slide pro-semaine. Oui, super. On va passer au point le plus sympa, on va dire, de la présentation, c'est la subvention pro-semaine. Alors, pro-semaine, c'est une prime qui vous est versée une fois la certification obtenue. Cette prime est plafonnée à 40 000 € et elle correspond à 20% de vos dépenses énergétiques annuelles. Donc, si on prend un exemple, si 20% de votre facture énergétique représente 60 000 €, alors vous allez obtenir 40 000 € de subvention. Et si à l'inverse, vous avez 20% de votre facture qui représente 30 000 €, vous toucherez 40 000 € de subvention. 30 000 €, pardon. Si vous êtes une société multisite, vous pouvez bénéficier de cette prime pour 3 de vos sites. Et ce qui fait foi, c'est le numéro de sirène. Donc, un site est identifié par son numéro de sirène. Assez souvent, on me demande est-ce que j'ai le temps de lancer la démarche en fin d'année, voire même en 2022, et de quand même bénéficier de la prime et de la subvention pro-semaine. J'attire votre attention sur un point, le montant de l'enveloppe existante aujourd'hui. Vous avez les fonds sont de 20 millions d'euros pour la session 2018-2022. Donc, au 31 décembre 2020, vous avez 90 sociétés qui ont obtenu la subvention, la prime pro-semaine. Aujourd'hui, vous avez plus de 130 sociétés qui sont inscrites et qui sont en cours d'obtention de la certification et de la subvention pro-semaine. Donc, du coup, vous allez avoir à ces 90 sociétés, plus de 100 sociétés qui vont venir s'ajouter à cette enveloppe. Donc, concrètement, le conseil, c'est d'aller au plus vite dans la démarche de certification ISO 50001, puisqu'on parlait du décret tertiaire, et le décret tertiaire, c'est encore un sujet aujourd'hui, puisque vous avez un grand nombre de sociétés qui ont décidé de mettre en place l'ISO 50001, donc pour pouvoir obtenir une démarche d'amélioration continue et pouvoir aller chercher les économies d'énergie attendues dans le cadre du décret tertiaire via l'ISO 50001 et pouvoir également payer cette démarche par la subvention pro-semaine. Donc, du coup, l'enveloppe va très vite se réduire. Donc, le conseil, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible, si vous souhaitez rentrer dans cette démarche, hein, bien évidemment, dans la mise en place de l'ISO 50001. Et il y a encore un point important sur cette prime, c'est le montage de votre dossier. Je vais prendre un exemple simple sur le montage du dossier. Vous avez, et c'est assez pointillé, hein, il est demandé de mettre dans une enveloppe certains documents. Et si vous n'avez pas mis dans cette même enveloppe les documents qui sont attendus, bah, votre dossier sera malheureusement incomplet. Même s'il est fourni en annexe par la suite, votre dossier sera considéré comme incomplet. Donc, vous allez être retoqué sur votre demande et votre dossier passera en dernier de la pile. Un autre exemple, votre attestation et la signature de votre demande doivent être manuscrites. En revanche, votre formulaire de demande ne doit pas être rempli manuellement. Donc, si vous faites cette erreur,
une fois de plus, votre dossier sera considéré comme incomplet. Je vous prends quelques exemples pour illustrer cette demande et cette attention particulière qu'il faut vraiment que vous portiez à votre dossier. Et c'est un point sur lequel nous, Helexia, on insiste beaucoup et on vous accompagne pour que vous puissiez avoir vraiment cette subvention du premier coup. Et enfin, on le voit sur la slide que vous avez sous les yeux. J'ai des points qui reviennent aussi assez souvent. Ce qui est important de retenir, c'est que même si vous bénéficiez de la subvention ProSemaine, vous avez le droit d'obtenir les aides qui existent aujourd'hui pour la mise en place de vos actions d'économie d'énergie sur le site. Là, on peut voir les certificats d'économie d'énergie. Donc, ce sont des subventions qui vous permettent de financer des travaux d'économie d'énergie. Et vous avez également toutes les solutions de financement, comme par exemple les contrats de performance énergétique où Helexia vient financer pour vous vos actions et ce sont vos économies d'énergie qui vont permettre de rembourser l'investissement qui a été mené et tout ça avec des engagements de résultats. Donc, si vous bénéficiez de la subvention ProSemaine, ne vous inquiétez pas, vous avez aussi le droit de cumuler les subventions existantes pour aller chercher toujours plus de financement pour la mise en place de vos actions. Voilà pour ma partie. Merci Samira, c'était très clair. Bien utile d'avoir aussi ces spécifications sur la prime ProSemaine. Avant de laisser la parole à Philippe qui va faire part de son témoignage chez Tournus Équipement, je vous laisse découvrir la deuxième petite question du chat. Et puis Philippe, on est très impatient de vous entendre. À très bientôt, à tout de suite. Ok, bon, tout le monde m'entend là, c'est bon? Oui, parfait. Bon, parfait. Bon, alors, donc oui, je m'appelle Philippe Jonard et donc, je travaille au sein de la société Tournus Équipement. Alors, sans être trop rébarbatif, je vais vous expliquer ce qu'est notre société. Donc, nous, on est situé à Tournus, d'où le nom. C'est en Bourgogne, c'est entre Dijon et Lyon. Et on fabrique des équipements de cuisine professionnelle, de restauration collective. Donc, vous imaginez un restaurant d'entreprise, d'école. Les meubles en inox qu'on va trouver dans les cuisines, c'est nous qui les fabriquons. Voilà. Donc, on est une ancienne société, on a été créé en 1910. Donc, on fabrique des meubles en inox depuis plus d'un siècle maintenant. Et donc, on est une société manufacturière. On est donc 300 employés en France, 150 ouvriers. On fabrique vraiment en Bourgogne, donc on est vraiment un site industriel. En quelques mots, notre process industriel, c'est on achète des feuilles en acier inoxydable, on les découpe, on les plie, on les assemble et ça fait des meubles, les meubles qu'on va trouver dans la cuisine. Voilà. On fait aussi notamment des meubles de self-service. Self-service, c'est dans la petite cantine scolaire, la vitrine réfrigérée, le bain-marie à air, le bain-marie à eau, dans lequel on va servir son plat froid, son plat chaud. Et voilà, et on fait 2000 réalisations tous les 5 ans, à peu près 500 self tous les ans. Voilà, en quelques mots, notre industrie. C'est très important de dire que le site de fabrication, il est en France. Voilà. Donc, ceci en quelques mots. Donc, on s'est intéressé il y a maintenant 4 ans à la certification ISO 50001. Alors, ce qui nous a intéressé, pourquoi on s'est lancé dans cette démarche? En fait, il y avait un petit peu un alignement de planètes à l'époque, c'est-à-dire que effectivement, le décret gouvernemental venait d'être publié comme quoi les sociétés qui avaient plus de 250 employés ou plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on rentrait pile poil dans cette plage-là, devaient avoir une analyse énergétique. Et on pouvait éventuellement ne pas faire cette analyse énergétique si on était certifié ISO 50001. Et en plus, ISO 50001 pouvait faire l'objet du dispositif ProSemaine dont Samira vous a parlé à l'instant. Et donc, on n'avait pas d'a priori sur la question, mais on s'est dit, plutôt que de faire un rapport énergétique pour faire plaisir à la loi, puis le foutre dans un coin pour que ça cale un meuble et puis ne pas s'en occuper pendant 5 ans,
on s'est dit, c'est peut-être une opportunité de faire une démarche active, c'est-à-dire de faire une analyse énergétique, parce que quand on est ISO 50001, il faut faire une analyse énergétique, et puis de rentrer vraiment dans une démarche qui nous permette de faire avancer notre situation, tant en termes d'énergie, d'écologie, aussi que d'économie. Voilà. Donc, alors, notre démarche, donc on s'est fait accompagner dès le départ par Helexia. Donc, on les a contactés en 2017. Et le processus qu'on a déroulé avec eux, c'est-à-dire, c'est de réaliser d'abord une revue énergétique. Donc, une revue énergétique, on va voir un petit peu plus loin. C'est quoi? C'est analyser partout dans notre site les sources de consommation d'énergie et faire des camemberts et des graphiques pour dire tel secteur consomme tant avec tel type d'énergie et tel autre secteur consomme tel autre type. Donc, on a, en juin 2017, fait un rapport complet. Alors, ce qui est très intéressant dans la démarche, ce n'est pas tellement, les camemberts, c'est bien, mais surtout, c'était qu'on était accompagné d'un vrai plan d'action d'amélioration, c'est-à-dire qu'on connaissait nos consommations, mais surtout, on avait un jeu complet de propositions d'amélioration, c'est-à-dire qui étaient classées, c'est-à-dire on avait ce qu'on appelle les petites actions qui peuvent être mises en place très rapidement et qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui peuvent tout de suite nous faire des économies d'énergie, ce qu'Alexia appelle les quick wins, les gagner rapidement. Voilà. Et de même que des actions plus ambitieuses, mais un peu plus étalées dans le temps, dans lesquelles il faut un peu d'investissement et avec à chaque fois les retours sur investissement simulés. Donc, en juin 2017, on avait fait la première étape du PDCA, c'est-à-dire qu'on avait l'analyse énergétique et le plan d'action, nos axes de progrès. Donc, à partir de là, donc de juin 2017 jusqu'à mi-2018, on a commencé à déployer le plan d'action et mettre en place le système ISO 50001. Alors, il faut compter. Alors, ça dépend évidemment du profil de la société. Ça peut être plus rapidement. Nous, ça nous a pris 1 an et demi entre la volonté d'être certifié et avoir le certificat. Je dirais que on peut le faire plus rapidement, mais je pense 1 an et demi, ça me paraît être un délai raisonnable. Voilà. Donc, pendant 1 an et demi, on a mis en place les quelques procédures. Il n'y en a pas tant que ça à mettre en place. Les sensibilisations et surtout mettre en place le plan d'action corrective. Et donc, fin 2018, en septembre 2018, on a pris contact avec le Lloyds, le LRQA. Il y a la FNOR, il y a le TÜV, enfin, tous les organismes de certification font des certificats ISO 50001 pour faire un audit. Alors, je précise que quand on est certifié ISO 9001 et qu'on a déjà un système qualité certifié, c'est plus facile à mettre en œuvre parce qu'on a déjà des procédures et tout ce qui est indicateur de performance, plan d'action, peut facilement s'insérer dans le système qualité existant. Voilà, en quelques mots, comment on a mis en place la démarche. Alors, là, sur cette infographie, donc on voit que Tournu en 2016, c'est 5200 MWh et donc le camembert qui est à droite montre en fait la répartition de nos consommations. Alors nous, on est une société industrielle et donc la répartition est assez simple. On a 53%, c'est du gaz, et 47%, c'est de l'électricité. 100% du gaz, c'est du chauffage dans les ateliers. Et le reste, l'électricité, ça se répartit entre, il y a quand même des bureaux qu'il faut chauffer quand même, et des ordinateurs qui doivent fonctionner, des machines, beaucoup d'éclairage, et puis un peu d'autres choses. Ce qui nous a un peu étonné, et ça, effectivement, intuitivement, c'était pas du tout gagné. Intuitivement, on aurait dit, Tournu équipement, il faut qu'on voit sur la consommation de nos machines, nos plieuses, nos découpeuses, nos machines à souder, etc. Et finalement, on s'est aperçu que si la consommation des machines n'était pas négligeable, c'était loin d'être la priorité. Et que le camembert, et c'est ce qu'a fait Helexia, et c'est là-dessus où ils ont appuyé, c'est de travailler sur notre chauffage et travailler sur notre éclairage. Et donc, on a fait un plan d'action finalement pas si compliqué que ça, mais très centré sur nos principales consommations. Donc, nos chauffages dans le gaz, alors pas facile d'isoler
des ateliers quand on a 25 000 m² couverts. Cependant, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle une GTB, une gestion technique du bâtiment. Sans rentrer trop dans le détail, on met des capteurs un peu partout là où il y a des sources d'émission d'énergie et puis on a une gestion, on sait combien on consomme à tel secteur et on peut programmer l'extinction de la lumière dans tel hall, l'extinction du chauffage à tel moment parce qu'il n'y a personne qui y travaille, etc. etc. Voilà, c'est une sorte de grosse domotique, mais une grosse. Voilà. Donc ça, c'est la GTB. Et le deuxième gros point lourd de notre plan d'action, c'était de remplacer tout notre éclairage de tous nos ateliers, donc 25 000 m² couverts, qui étaient par des tubes fluo classiques, par des LED qui consomment 3 fois moins d'énergie. Donc, il y avait d'autres actions, sensibilisation du personnel, recherche de fuite de gaz, de choses comme ça, mais des actions qui vont dire étaient plus modestes dans l'attendu en termes d'action. Voilà. Mais je dirais que là, on a vraiment appuyé très fort sur ces 2 actions. Et puis les résultats, si on peut passer dans la diapo suivante, c'est qu'on a constaté qu'on a baissé de 24% de nos consommations d'énergie entre l'année de référence 2016 et aujourd'hui, alors qu'on a fait une croissance de chiffre d'affaires. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a réussi à développer notre activité industrielle tout en réduisant dans l'absolu notre consommation énergétique. Donc, on a fait un vrai gain de performance énergétique. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que la part gaz et la part électricité ont baissé. On voit en fait le remplacement des LED et la mise en place de la GTB. Voilà. En gros, l'ensemble des actions qu'on a mis en place dans le cadre de notre certification. Alors, pour finir, ce que je dirais, c'est que le plan d'action qu'on a défini avec Helexia en 2017, à aujourd'hui, on l'a quasiment totalement déployé. Voilà. Il reste encore quelques secteurs à mettre. Et tout à l'heure, je vous avais dit que la consommation machine était chez nous assez anecdotique. Comme maintenant, on a beaucoup progressé en gaz et en électricité d'éclairage, du coup, maintenant, la consommation machine devient un facteur important. Et du coup, au bout de 4 ans, voilà, l'histoire n'est pas terminée parce qu'on commence à voir des nouveaux axes de progrès au niveau énergie, voilà, à déployer sur les mois et les années qui viennent. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Okay. Important sur lequel j'aimerais bien rebondir quand on parle de cette consommation, justement, de la place que pouvait prendre la partie machine. Le plan de comptage a cette force aussi de pouvoir identifier les véritables consommations et se donner une image parfois fausse de celle qu'on pourrait avoir sur le site. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce plan de comptage sur le site pour identifier avec pertinence les différents usages qu'on peut avoir et la place que prennent vraiment chacun des usages. Tout à fait. J'ai une petite question aussi à Philippe. Moi, j'ai un sujet qui revient assez souvent quand je suis en rendez-vous. La question de la place que prend la démarche ISO 50001 sur le site. Donc, quand vous avez commencé à travailler avec l'ensemble de l'équipe en interne, est-ce que c'est quelque chose qui a été très lourd à porter et à mettre en place au quotidien, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être facilement mis en place sur le site sans demander de grosses ressources? Et est-ce que vous avez monté une équipe particulière pour pouvoir répondre à cette démarche? On a pris un chargé de mission pour la mise en place du système qui nous a accompagnés pendant 1 an. Alors, ce qu'il faut savoir, je dirais qu'en termes on avait une personne à quasiment 100% pendant la première année. On a dû effectivement monter une équipe, c'est-à-dire que moi-même, le responsable maintenance est souvent très, très impliqué dans ces démarches. Un peu le responsable achat et un petit peu la direction. On a dû effectivement participer aux travaux. Je dirais qu'une fois que le système est mis en place, une fois qu'on a obtenu la certification, qu'on est dans de l'amélioration du système et dans le déploiement de plan d'action, là, aujourd'hui, sur un site industriel de 300 personnes, je dirais qu'on a le tiers,
si on prend le travail que je fais, celui de la maintenance et puis d'autres services, ça fait à peu près un tiers de poste. Ce n'est pas comme un service qualité de 5 personnes, c'est quand même c'est quand même moins engageant qu'une norme ISO 9000 en termes de moyens. Et puis, ce que je dirais, il y a aussi la question retour sur investissement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a à la clé la subvention des 40 000 € qui permet largement de rembourser le temps consacré, les quelques investissements. En fait, ça veut dire que les 40 000 € ont complètement, c'est assez cynique ce que je dis, mais les 40 000 € ont complètement remboursé bien au-delà tous les investissements qu'on a pu mettre, soit en équipement, soit en temps, soit en contrat. Par contre, on a touché direct les économies d'énergie. Nous, c'est à peu près 30 000 € par mois d'économie d'énergie qu'on a constaté. Voilà. Puis d'année en année, qui s'amplifie parce qu'on s'améliore. Voilà. Donc, c'est du temps. C'est du temps, mais on a un retour sur investissement qui est tout à fait là. Une question dans le chat, Philippe, pour vous. Oui. Le ROI s'est fait en combien d'années? Si vous pouvez le repréciser, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure. Un an. Un an. D'accord. Oui, un an. Alors, il faut aussi se méfier. Tout dépend aussi de la situation dans laquelle on est. Je dirais que d'une manière générale, une société qui n'a jamais lancé de vraies démarches énergétiques va très vite, tout de suite, avoir de gros progrès très peu coûteux à mettre en place. Voilà. Quand on ne sait jamais, ça va très très vite. Après, quand on a, au bout de 5 ans, fait des gains en énergie, les gains suivants sont un peu plus coûteux, un peu plus difficiles à atteindre en termes d'investissement. Voilà. Mais le premier round est toujours très, très juteux, si je peux me permettre. D'ailleurs, il y a une question à ce sujet. Dès que les possibilités de réduction ont été prises en compte et réalisées et que la démarche d'amélioration continue est en place, quel est l'intérêt de se recertifier, comme vous l'aviez spécifié tout à l'heure? C'est une question aussi dans le chat. C'est une excellente question. Alors, la certification, pourquoi la maintenir? C'est vrai. Alors, nous, dans notre marché, on fait beaucoup de marchés d'appel d'offres, c'est-à-dire des clients publics, le lycée de tel endroit, l'hôpital de tel autre endroit. Et donc, on a des clients qui sont de plus en plus intéressés par les démarches environnementales. Et le fait de montrer qu'on a la certification ISO 50001, qu'on ait un site énergétique classé, ça fait rapporter des points et en cas d'égalité, ça nous fait gagner des appels d'offres. Donc, il y a un aspect commercial qui n'est pas à négliger. Et puis, je dirais aussi, et ça, c'est ce que j'ai vu il y a 3 semaines, quand on a fait l'audit de renouvellement, en discutant avec l'auditeur, en revoyant complètement notre processus, on s'aperçoit qu'il y a des pistes de progrès qu'on ne soupçonne pas. Voilà. Par exemple, voilà, nous, dernièrement, on se posait une question, on a des ateliers qui sont assez volumineux. La question du chauffage, elle est prédominante, mais on voit aussi que, merci le réchauffement climatique, on a des étés de plus en plus chauds. On se retrouve avec des 40 degrés et on se pose la question, c'est comment rafraîchir les opérateurs, des gens qui doivent souder de la tôle, quand il fait 40 degrés à l'ombre, c'est carrément une fournaise. Et avec l'ISO 50001, on a des contacts et des sociétés où on commence à avoir des équipements qui sont peu coûteux, adaptés et sur lesquels on peut mettre en œuvre. Voilà. Et puis, en fait, au fur et à mesure qu'on met de la démarche, en fait, il y a beaucoup d'idées nouvelles qui viennent dont on n'a pas idée. Voilà. Ouais. Je rappelle à toutes les personnes qui nous ont rejoints, Tournus, ça fait 25%, c'est bien ce que vous avez dit, Philippe, de réduction de consommation avec une augmentation en parallèle de son activité. 25% de réduction de consommation d'énergie. Merci, Philippe. Alors, je vais égrener quelques questions. Il y a une première qui concerne peut-être plus nos experts, Michael notamment. Bonjour à tous, cette norme est-elle nationale, européenne, Schengen, mondiale? Les intérêts sont-ils les mêmes à l'international? Veille, aide européenne, CE, crédit carbone, appel d'offres. Est-ce que tu veux dire un mot, Michael, sur ça?
Oui, bah, peut-être de manière très rapide, hein. La norme en elle-même, elle s'adresse aux pays du monde entier. Donc oui, elle est internationale. Après, pour la partie veille, aide européenne, pour les aides et la partie veille, ce sera surtout fonction de ce qui est mis en place dans le pays dans lequel on met en place la certification, quoi. Chaque pays a peut-être ou chaque groupement de pays a peut-être une réglementation propre ou des aides propres au secteur. Mais en soi, la norme, oui, est ouverte à tout, c'est international. Et une autre question du coup pour toi, de Laurence, pouvez-vous rappeler ce qu'est le décret tertiaire et quelles sont les obligations pour l'entreprise, notamment pour une société multisite? Alors, oui, effectivement, c'est vrai que je l'ai peut-être pas assez détaillé, mais oui, alors le décret tertiaire, il a été publié en 2019 et il concerne principalement donc, tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire qui ont une surface supérieure à 1000 m². Donc, le décret tertiaire, il impose pour tous ces bâtiments-là, il oblige même de réduire les consommations d'énergie de ces bâtiments-là. Donc, ce qui fait que tous les sites qui seront concernés devront, à compter je crois que c'est même à compter de cette année, bon, après, il y a toujours des choses qui sont encore en discussion, à compter de cette année, tous les sites qui sont concernés devront déclarer leur consommation sur une plateforme en ligne nationale et mettre en place un plan d'action pour justement atteindre les objectifs qui sont fixés dans ce décret tertiaire. Voilà, donc il y a des recoupements forts entre la norme ISO 50001 et le décret tertiaire. Donc, pour rappel, c'est septembre 2021, l'obligation de déclarer. En complément, dans les obligations, vous devez vous devez en tout cas, d'ici 2030, avoir une baisse des consommations de 40%, 50% en 2040, 60% en 2050. La première échéance, donc, comme ce qui vient d'être dit, c'est le 30 septembre 2021. Vous devez faire toute la déclaration, les déclarations initiales sur la plateforme Opera. On a la situation de référence qui doit être définie et déclarée sur la plateforme Opera d'ici 2022. Il y a eu un décalage de 1 an pour la situation de référence. Et vous avez vraiment une similitude entre l'ISO 50001 et le décret tertiaire. Et c'est la raison pour laquelle, je disais tout à l'heure quand je parlais de ProSmen, que vous avez beaucoup de sociétés qui souhaitent aller sur une certification ISO 50001 aujourd'hui dans le cadre du décret, parce que vous devez en fait mettre en place une démarche d'amélioration continue. Là, sur le site de Tournu qu'on avait en exemple, vous avez plus de 25-26% d'économies d'énergie qui ont été réalisées. C'est quand même une démarche qui a été initiée en 2017. C'est vraiment chaque année où vous allez pouvoir mettre en place des actions et avoir des économies d'énergie qui vont vous permettre au bout de plusieurs années d'avoir et d'atteindre les économies d'énergie qui sont attendues dans le cadre du décret tertiaire. Après, plus précisément, si vous souhaitez plus d'informations sur le décret tertiaire, on a fait un webinaire sur le décret tertiaire. On peut tout à fait vous envoyer le lien du webinaire. Il faut simplement nous préciser dans le chat vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer les informations sur le décret tertiaire. Ouais. J'ai une autre question pour toi, Samira. Une question de Pauline Milcan. Tout type d'entreprise, taille ou secteur d'activité peut être éligible à la prime ProSmen. Les entreprises qui renouvellent la certification sont-elles éligibles? Non, malheureusement. C'est une bonne question. Si vous avez déjà mis en place votre certification ISO 50001, vous n'êtes plus éligible à en tout cas à la subvention ProSmen. Peut-être que vous avez mis en place votre certification il y a il y a 4 ans en arrière. À l'époque, vous aviez de mémoire, c'était la bonification des certificats d'économie d'énergie lorsque vous lanciez une démarche ISO 50001. Et pour la première partie de la question, est-ce que tous les types d'entreprises est éligibles à cette prime? ProSmen? Oui. Oui. Il me semble que oui. J'ai vu des grosses entreprises comme Danone, aussi bien que des PME locales en bénéficier. Donc, il me semble que ça doit s'adresser à peu près à… Vous avez la possibilité de demander des subventions ProSmen à partir du moment où, je prenais l'exemple des sites qui sont des multisites. Vous êtes limité à 3 subventions ProSmen par site. Donc, c'est le numéro de sirène qui permet d'identifier le demandeur.
Après, si on rentre vraiment dans un détail un peu plus pointu, si vous avez bénéficié d'un abattement sur le TURP, vous pouvez, donc ça c'est plus les électro-intensifs, hein. Là pour le coup, vous n'avez pas le droit à la subvention pro-semaine. Si on rentre un peu plus dans le détail, je ne sais pas du tout quel est votre cœur d'activité, votre société. Et après, en dernier élément de réponse, vous avez des secteurs qui sont prioritaires par rapport à d'autres prioritaires. Donc, vous l'avez compris, il y a une enveloppe. Et entre guillemets, les premiers arrivés, les premiers pourront bénéficier de cette subvention. Voilà. Une dernière question, on y a répondu déjà, enfin Philippe y a répondu en partie, de Pauline. En termes de financement, les coûts de certification d'accompagnement d'Helexia ont-ils été compensés par la subvention les gains d'efficacité énergétique? Oui. Sinon, combien de pourcents ont-ils été compensés? Voilà, je vous laisse la main, Philippe, et si vous voulez dire un dernier petit mot, allez-y. Bah, nous, ça ne sera peut-être pas le cas de toutes les sociétés, hein, mais nous, on a été compensés à plus de 100%. C'est-à-dire que les gains de subvention ont été supérieurs aux frais engagés. Okay. Donc là, on a J'ai pas vraiment entendu eu… la dernière question, Julien, pardon. C'est est-ce que les frais engagés chez Helexia étaient compensés par les gains? D'accord. Oui. C'est Oui, une très bonne question. Ouais. Concrètement, notre accompagnement, si vous bénéficiez de 40 000 € de subvention, n'est pas de 40 000 €, si c'est la question. Bien au contraire, l'objectif, c'est que vous puissiez payer votre certification, mais que vous puissiez aussi commencer à payer des premières actions. Je pense au plan de comptage que vous allez mettre en place dans la certification ISO 50001. Et pour ceux qui rentrent dans une démarche aussi décret tertiaire, la subvention vous permet à la fois de payer l'accompagnement qu'Helexia peut vous proposer dans le cadre de l'ISO, vous paye également l'accompagnement que l'on vous apporte sur le décret tertiaire et vous avez encore quelques petits euros pour pouvoir nous payer un coup dès que vous obtenez votre subvention de 40 000 €. Ouais. Donc, vous gagnez de l'argent. Bien, on arrive au terme de notre webinaire. Il vient juste d'être 3 heures. Certains doivent rejoindre peut-être d'autres réunions en ligne. Donc, je voulais vous remercier à tous pour votre participation. Vous avez dû voir nos coordonnées. Si vous avez souhaité poursuivre les échanges, bien entendu, on est à votre disposition. Un grand merci encore à Philippe de Tournu Équipement pour nous avoir accompagnés lors de tout ce webinaire et de son témoignage. Merci Philippe. Merci à Mickaël et Samira, nos experts en efficacité énergétique, pour avoir répondu à toutes ces questions, nous avoir éclairé sur la norme ISO 50001. Et puis au plaisir de se reparler. Vous aurez un replay qui va vous être adressé à tous par email et j'espère à très bientôt. Bon après-midi à tous. Au revoir. Bon après-midi. Au Merci, revoir. bon après-midi. Au revoir à tous.